C'est ce qu'on disait en préparation de l'émission, c'est un peu le jeu des chaises musicales communautaires, hein. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah oui, mais- Est-ce que je vous en pose des questions, ouais? Seconde partie de notre émission consacrée aux Griveauguettes, sur lequel nous avons un peu plus de recul. Il s'est passé beaucoup de choses en quelques jours. Agnès Buzyn a pris la place du mort. Emmanuel Macron a suggéré que le Kremlin était derrière cette affaire. Juan Branco est devenu une star des médias. Et la loi Avia est présentée par certains lobbies comme la panacée. 23e fournée d'Only Hebdo sur ERFM. Affaire Griveaux, on y retourne. Bonne émission à tous, c'est parti. Le jeune avocat est fasciné par l'activiste russe. Ce dernier ne tarde pas à lui dévoiler les contours de ses projets. Juan Branco affirme découvrir les vidéos intimes de l'ancien candidat à la mairie de Paris début février. J'ai pas voulu regarder l'ensemble des vidéos. Et donc j'ai eu un aperçu des vidéos, mais j'ai pas voulu savoir. Donc à un moment, quand il m'a montré ça, je lui ai dit, écoute Piotr, voilà, ça risque de te mettre dans cette situation juridique. Juan Branco assure n'avoir eu qu'un simple rôle de conseil juridique. Est-ce que, d'une manière ou d'une autre, vous avez pu aider à la diffusion de ces vidéos que vous avez vues avant Je les ai même pas vues. Il m'a expliqué ce que c'était. Il m'a montré comme ça rapidement. Et moi, je me suis dit, écoute, Piotr, ça, ce que tu es en train de me montrer, et donc là, c'est là où j'ai commencé mon conseil d'avocat. Une version contestée par une personnalité influente sur les réseaux sociaux. Selon elle, le jeune avocat l'aurait alerté sur l'existence des vidéos pour qu'elle les diffuse. On y voit déjà un peu plus clair en termes d'exploitation politique de cette affaire Griveaux après une dizaine de jours. Premier point majeur, incrimination de la Russie poutinienne. Emmanuel Macron a suggéré que les Russes pratiquaient une ingérence. La Russie était la reine, la maîtresse de l'ingérence anti-occidentale, comme elle l'avait fait aux États-Unis par exemple. Deuxième point, incrimination des Gilets jaunes, via évidemment Juan Branco, qui est posé dans les médias comme un représentant des Gilets jaunes, et aussi les anti-macroniens, ceux qui affrontent la Macronie. Et troisième point, incrimination des réseaux sociaux et plus largement d'Internet, puisque on a vu par exemple ces derniers jours que Dupond-Moretti, l'avocat, d'ailleurs avocat, on va y revenir, avocat désormais de Julian Assange, qui a donc succédé dans ce dossier à Juan Branco, par exemple, donc Dupond-Moretti qui a craché sur les réseaux sociaux. On a vu Richard Ferrand et Gérard Larcher faire de même, demander une législation, une régulation des réseaux sociaux, et donc évidemment la loi Avia, cette loi contre la cyberhaine, et là elle est prête à agir. Et donc on comprend bien cette dynamique de vouloir empêcher la contestation, contrôler la contestation, la révolte, la mobilisation sur Internet, et plus largement même finalement de tuer l'expression populaire, l'expression populaire française. D'ailleurs, on se souvient que les Gilets jaunes étaient quand même nés en grande partie des réseaux sociaux. Donc voilà, donc ça ce sont 3 points, 3 conséquences, 3 exploitations politiques immédiates de cette affaire Griveaux. Et en parallèle de ces incriminations, ce sont peut-être d'ailleurs les 2 axes principaux, les 2 problématiques principales de notre émission du jour. On a assisté ces derniers jours à une starification, donc on va y revenir en détail, une starification de Juan Branco, qui est érigé comme un nouveau Robin des Bois, le Che Guevara 2.0. Et 2, on assiste donc à une guerre politique politicienne pour la mairie de Paris, puisque désormais nous avons 3 femmes concurrentes, candidates, Hidalgo, Dati et Agnès Buzyn. Donc on y reviendra certainement dans la deuxième partie de l'émission. Alors Monsieur Corias, comment vous interprétez, vous, encore une fois, cette starification du jeune Juan Branco qui devient le dissident, l'opposant numéro 1 au système en France, quoi? C'est déjà son désir le plus clair. Il a
Alors moi j'ai regardé depuis quelques semaines, j'ai regardé un peu tout ce qui s'écrivait sur Juan Branco. J'ai essayé de relier les fils parce que ça part dans tous les sens. C'est complètement foutraque, c'est un personnage foutraque qui touche à tout et qui veut être partout. D'ailleurs, il y a un papier assez drôle qui est sorti sur lui qui raconte depuis à peu près 15 ans, donc depuis qu'il a 16 ans, qu'il est en train de trafiquer dans toute la mesure du possible son portrait Wikipédia, son propre compte, et pour en faire une hagiographie, c'est-à-dire pour transformer son portrait et ses actions en quelque chose d'extraordinaire. Donc il se voit, lui, comme un prince des médias, un futur roi, un président éventuel. D'ailleurs, il a même parlé, je crois que c'est un journaliste du Figaro, au Café de Flore, comme tous les jeunes bourgeois parisiens, il a parlé un jour de devenir président. C'est le Macron anti-Macron, d'ailleurs, il y a pas mal de parallèles entre les deux. Et il rêve d'être starisé, et là, il est dans son rêve, il est complètement starisé, il n'y a pas un jour où on ne parle pas de lui, il est partout, il touche à tout, il est évidemment dans l'affaire Griveaux, mais il est partout ailleurs, vous avez cité les Gilets jaunes, avant il était dans la guerre anti-Hadopi, il était au Congo comme reporter de guerre, etc. Donc il transforme la moindre ligne dans son CV en une espèce d'action chevaleresque pour le bien et contre le mal. Alors voilà, ce qui fait rire pas mal de gens qui le connaissent ou qui l'ont connu, puisque c'est quelqu'un qui gonfle énormément ses exploits quand il y a des exploits, et qui, lorsque on s'oppose ou on révèle certaines choses sur la réalité de ses exploits, devient très rapidement vindicatif, voire haineux, et il menace les gens de tous les foudres du monde. Par exemple, je crois que lorsque Aurélie Filippetti, qui était à la culture, l'a fait travailler dans son cabinet, il lui a été conseillé, je crois, par Richard Descoings de Sciences Po, de qui il était très proche. Donc le jeune Branco était très proche de Richard Descoings quand il a fait Sciences Po. Descoings qui est mort après une grosse overdose à New York. Eh bien, Aurélie Filippetti a raconté qu'il a exigé quasiment d'être directeur de cabinet, donc d'IRCAM, et elle était ministre, elle le connaissait à peine ou pas du tout, et donc elle a cru qu'il blaguait, en fait il blaguait pas du tout. Et quand elle lui a dit en gros d'aller se faire voir, il a pété les plombs, il l'a menacé, il lui a raconté qu'il avait enregistré les conversations, qu'elle allait en entendre parler, etc. Donc c'est quelqu'un qui très vite peut basculer dans la menace et dans le chantage. Et il y a beaucoup de gens qui le connaissent sur ces deux versants et qui ont plutôt peur de lui parce qu'il a effectivement dans les médias les moyens de salir des réputations, de faire des chantages, parce qu'il connaît pas mal de choses. Il fait partie de l'hyperclasse, clairement. Il fait partie de cette bourgeoisie aujourd'hui anti-bourgeoise, ce qui est assez drôle, qui a les moyens, qui connaît les turpitudes des uns et des autres, les histoires de cul, les histoires de cam, et il est capable de les balancer. Et d'ailleurs, on suppute que le compte de Zoé Sagan, qui balance des choses sur Facebook, sur l'intelligentsia parisienne depuis quelques mois, serait soit la plume sous pseudo de Juan Branco, soit, disons, ce serait rédigé par des gens qui recueilleraient des informations de Juan Branco. Donc, il aime bien être partout, être caché, un peu comme un agent. Et je me suis posé la question s'il pouvait être un agent du renseignement ou d'un service quelconque. Eh bien, c'est pas sûr, parce que en fait, il a un fond très arrogant, et je pense que et surtout, il est mythomane. Donc, un service n'emploierait pas une personnalité aussi faible de caractère, et donc avec une telle ambition, un tel désir de réussir. En revanche, c'est quelqu'un qui peut se faire taper, entre guillemets, c'est-à-dire il peut se faire tamponner, et on peut utiliser justement son énergie bordélique ou un peu nihiliste pour porter des coups à des adversaires. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui s'est passé avec l'histoire de Griveaux, Taddeo et Pavlansky. Alors, vous suggérez que finalement, Juan Branco serait un idiot utile dans cette affaire, manipulable notamment par sa grande vanité et sa grande arrogance. Alors, c'est vrai, vous l'avez rappelé, il faut quand même le redire pour être exhaustif, c'est Juan Branco, il vient vraiment d'un milieu oligarchique finalement. Richard Descoings, Sciences Po, on sait que Attali était un de ses jeunes maîtres à penser, et puis même quand on s'intéresse à son CV, au CV de ses parents, son père, Polo Branco, producteur de cinéma, qui a notamment d'ailleurs, il y a quelques infos là-dessus, producteur de cinéma qui était lié à des actionnaires comme Bernard-Henri Lévy, qui a mis de l'argent dans le cinéma aussi. Donc voilà, il y a des réseaux. Sa mère, la mère de Juan Branco, donc Dolores Lopez, était une psychanalyste du 6e arrondissement de Paris, donc
apparemment psychanalyste des stars de cinéma, certainement aussi. Voilà, donc il vient de ce milieu-là et il est devenu avocat de Jean-Luc Mélenchon, avocat de Julian Assange, avocat de Flyrider. Voilà, donc tout un parcours, tout un programme. Et donc vous suggérez qu'il serait certainement utilisé par des réseaux beaucoup plus puissants qui se serviraient peut-être de sa crise d'adolescence finalement contre le système qu'il a mis au monde. Exactement, pour justement faire du mal à la Macronie. Alors lui, il se prend pour le roi du monde, hein. Il a quasiment dit... au Figaro, il a dit quelque chose, je crois qu'il était aujourd'hui le roi du monde. Voilà, soit je me fais exploser, soit je deviens le roi du monde. C'est-à-dire qu'il a l'impression de jouer un jeu dangereux avec un risque majeur. Or, il n'y a aucun risque pour lui, il est tranquille, il peut se balader dans les rues, personne ne court après. Et donc, ça montre aussi son vrai niveau de dangerosité, qui est nul. Mais il est utile pour foutre le merdier dans la Macronie. Et alors, en revanche, vous dites qu'il a été avocat d'une série de personnalités. En réalité, lui se pare des plumes de l'avocat, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent l'avoir comme défenseur, parce que visiblement, sa seule défense, c'est la défense de son propre personnage, et encore personnage mythique. Donc, les gens abandonnent assez rapidement, et on voit ce qu'il a fait de Maxime Nicole, qui a littéralement disparu, la tête ou une des têtes des Gilets jaunes. Et par exemple, comme vous dites, il a été remplacé par son client Julian Assange, par le pénaliste Dupond-Moretti. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas très sérieux, au fond, et qui aime l'esbrouf, qui aime l'exploit, qui aime surtout l'exploit médiatique. Il y a des vidéos assez drôles de lui, où on voit un journaliste qui l'approche, et en fait, le journaliste ne lui court pas après, c'est lui qui s'approche comme aimanté par les caméras et les micros. Et donc ça veut dire aussi des choses, parce qu'il y a des gens, je dirais les gens qui ont vraiment de l'influence ou qui sont importants, déjà n'aiment pas les caméras, ne se montrent pas, hein. Allez demander à Pasqua ou à Djouri, alors Pasqua est mort, mais Djouri est vivant, de se mettre devant une caméra, ils vont pas aimer, il y a très peu de photos de ces gens-là. Donc en général, quand on a une influence politique ou médiatique, ou surtout politique, on ne joue pas devant les caméras, on la ramène pas. Lui, il fait ça tout le temps, il passe son temps à ça, on dirait que c'est une espèce de masturbation permanente, et il jouit de voir qu'il a l'impression d'être celui qui va mettre la République macronique ou macronienne à terre. C'est pas encore le cas, mais derrière, on sent quand même qu'il y a des puissances. C'est pour ça qu'on s'est posé la question pourquoi Laurent Alexandre, Joachim Sonforget ont été de la partie lors de la révélation et surtout du buzz de la vidéo de Griveaux. Moi, je pense plutôt que Sonforget, Alexandre, avec Benalla derrière, se sont plutôt amusés à exploiter cette opportunité incroyable qui leur permettait de faire mal au camp adverse. Donc c'est plutôt, et là je vais le dire en prenant quelques pincettes, mais le camp un peu national-sioniste qui se sert de cet imbécile, cet idiot utile qu'est Branco, avec toute son arrogance, sa vanité, pour marquer des points, que ce soit dans la politique nationale ou alors à Paris. Parce que Griveaux est tombé, on l'a vu très rapidement, c'est Rachida Dati tout de suite qui a marqué des points. Donc il y a un jeu là où lui sert de proxy, mais il n'est pas directement à l'origine de changements politiques majeurs comme il rêverait de le faire. Encore une fois, c'est vrai qu'en ce moment, il bénéficie d'une promotion du système, hein, à l'instar d'Éric Zemmour d'ailleurs. Hein, c'est-à-dire que le système leur remet des brevets d'insoumission ou des brevets de subversion autorisés, validés, ce qu'on avait appelé la censure promotionnelle pour Éric Zemmour, ou le limogeage promotionnel pour Éric Zemmour. C'est un peu pareil pour Branco. Et c'est effectivement pour ça qu'on se pose la question, n'est-il pas un agent, un pion du pouvoir profond quand on voit d'où il vient et quels sont même les réseaux, quelles sont ces méthodes en tout cas pour agir en ce moment. Donc on peut revenir précisément sur l'affaire Griveaux. On a appris ces derniers jours en tout cas on peut supputer à l'aune des informations de ces derniers jours que Branco a piégé Griveaux en compagnie de Pawlenski et d'Alexandra De Taddeo, certainement donc, dans une sorte de complot ourdi depuis au moins
Je dirais au moins depuis 2 ans, parce que Tadeo et Pawlenski se connaissent depuis 2017. Griveaux a été piégé par Tadeo en 2018. Et Branco connaîtrait ce couple officiellement depuis décembre 2019. Mais je pense que de plus en plus d'informations vont sortir. Alors là, c'est de l'hypothèse et de la supputation, qui iront dans le sens d'un réseau qui se fréquente depuis quelques années, quoi, d'une bonne compagnie depuis quelques années. Oui, ça peut être aussi, là je reviens sur le vocabulaire du renseignement qui s'appelle tamponner. On le voit dans le film Les Patriotes, qui pour ça est assez intéressant. Le Patriote avec le jeune Yvan Attal qui devient un agent français du Mossad et qui part ensuite en Israël ou qui fait des coups en Europe. Moi j'ai eu l'impression que le jeune Branco s'était fait tamponner par le couple Pawlenski-Tadeo. Et je mettrais plutôt une piécette sur la belle brune, hein, qui fait penser aux espionnes du Mossad, c'est un exemple, hein, et qui eux justement ont des profils d'agents d'influence ou un peu du renseignement. Et lui par contre serait le zozo qui leur servirait de chambre d'écho. Et la rencontre entre les deux, c'est lui pense qu'il est le grand ordonnateur de cette ingénierie, mais en réalité c'est eux qui ont tout planifié. Alors évidemment, il fallait quelqu'un ensuite qui médiatise leur affaire ou qui les protège soi-disant, mais lui il a de l'avocat que le nom. Donc je pense plutôt une espèce de tamponnage où ce n'est pas par hasard que ces gens-là sont tombés sur Branco. Mais là aussi on est dans la supputation. Je ne veux pas aller trop loin dans ce genre d'hypothèse. En tout cas, les deux se connaissent effectivement, Tadeo et Pawlenski depuis plus d'1 an, et d'ailleurs les vidéos sont anciennes, et il y en a beaucoup d'autres. Et aujourd'hui, justement, ce samedi 22 février, il y a le journal Public, qui est un journal People, qui a envoyé une information en ligne en disant qu'il y avait d'autres vidéos qui étaient beaucoup plus compromettantes pour Griveaux, et dès qu'on a cliqué sur le lien, le texte n'existait plus, il a été retiré prestement. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a quand même d'autres trucs derrière, que Griveaux, s'il a démissionné de toutes ses fonctions, était porte-parole de Macron, c'est qu'il y a des trucs un peu plus chauds ou un peu plus hard derrière, donc l'affaire pouvait être un peu plus gênante encore pour la Macronie. Alors, de Tadeo, finalement, on pourrait faire cette hypothèse-là, encore une fois, c'est que le couple Pawlenski de Tadeo serait peut-être la version au rabais d'Epstein et de Ghislaine Maxwell, finalement. C'est une supposition. Oui, petit bras, petit pied, mais ou à la française, une affaire à la française. Après, je crois qu'ils n'ont pas réussi à harponner d'autres hommes politiques, sinon, ou alors ils les ont gardés sous la main ou sous la pédale, hein, comme disent les cyclistes. Mais pour l'instant, vu déjà le bordel que ça a foutu, je pense pas qu'il y en ait d'autres qui vont sortir. De toute façon, ça suffit. Branco, lui, est le roi du monde, comme il dit. Il est au sommet de la vague. Il peut rêver d'être président de la République. Les deux autres ne risquent pas grand-chose. Pawlenski, après sa garde à vue, a été dehors. Il a rien dit aux Français, quasiment, aux flics français, mais il a été interviewé par CNN, donc gloire internationale, l'espèce d'activiste russe à 2 balles, qui se scotche les couilles à Moscou pour lutter contre la dictature de Poutine, bref. Et elle, la Tadeo, avec ses études russes, elle a vraiment un profil, elle, très spécial. Hein. C'est la grande bourgeoise qui s'emmerde. C'est la fille d'un entraîneur de foot assez connu dans le milieu, donc plutôt aisée là aussi. Et elle a quand même un profil, c'est ce qu'on appelle une étudiante prolongée, dont on ne sait pas vraiment de quoi elle vit, mais elle est dans des coups un petit peu chauds. Et bon, alors, est-ce que je crois que c'est sa mère qui a dit, soit elle est inconsciente, soit elle est manipulée. Et là encore, on tombe dans quelque chose où on sent qu'il peut y avoir des intérêts extérieurs beaucoup plus cyniques qui se servent de ces oiseaux qui peut-être ne sont qu'une petite bande de nihilistes à 2 balles, qui se sont amusés, qui ont voulu faire un petit chantage et couillonner quelqu'un qui méprisait beaucoup les gens et qui devait, selon eux, puni. Mais aujourd'hui, c'est devenu une espèce d'affaire d'État et il y a beaucoup de gens qui tremblent, qui dénoncent, voilà, les réseaux sociaux, vous l'avez dit, hein, cette espèce de poubelle à merde, comme dirait Dupond-Moretti, quoi, dit que c'était une poubelle de merde. Et on voit quand même que le pouvoir visible est aux abois
Et ça, je pense que ça dérange pas. Moi, je reviens souvent à ça parce qu'en ce moment, c'est une tendance lourde. Les nationaux-sionistes qui sont pour l'accélération du pourrissement du pouvoir de Macron. Hein. Macron résiste comme il peut. Ça tombe autour de lui. Les lieutenants se font flinguer les uns après les autres ou partent. Je crois que la prochaine partante, c'est Belloubet. Mais autour de lui, beaucoup de conseillers se sont barrés en courant déjà il y a un an. Là, maintenant, ce sont les ministres qui tombent. Il reste plus grand-chose. Je ne sais même pas si Édouard Philippe va rester jusqu'à la fin, c'est pour ça peut-être qu'il est en train de se placer au Havre pour les élections municipales, tout en disant qu'il resterait Premier ministre. Mais bon, on sent que les gens sont en train de se préparer des plans de fuite. En parlant des réseaux sionistes à l'œuvre dans cette affaire, on sait maintenant qu'effectivement Juan Branco n'est pas vraiment l'avocat qu'il se dit être et que l'avocate historique de Pawlensky était plutôt justement une militante sioniste dure qui s'appelle Dominique Bereter-Minkov. Et c'est peut-être une piste à creuser. Elle connaît, en tant qu'avocate, elle connaît Juan Branco. Voilà, donc là, il y a peut-être quelque chose entre l'avocate historique de Pawlensky et le faux avocat de Pawlensky. Il y a peut-être encore des réseaux à découvrir. Et qui sont plus discrets, et donc, en général, ce qui est discret est plus crédible. Je voulais dire aussi une chose, c'est que l'impression qui ressort de la brancomania, puisque vous avez parlé, vous aussi, de brancomania ou de starisation du jeune Branco, c'est que c'est pas le pouvoir visible qui fait ça, mais je pense qu'il est, lui, favorisé, des portes s'ouvrent devant lui pour cristalliser une opposition. Alors l'opposition à la fois populaire, mais pas dangereuse, parce que lui, comme danger pour le pouvoir profond, c'est nul, mais pour justement déplacer la subversion du cœur de la subversion française, qui est, on le sait, Alain Soral, EER, vers quelque chose de beaucoup plus contrôlable et de beaucoup moins dangereux. On se souvient des sorties de Branco sur justement les complotistes qui voyaient des juifs partout, etc. Et là, il a montré sa ligne rouge, sa limite conceptuelle, parce que de franchir cette limite conceptuelle n'est pas d'être antisémite, c'est juste de comprendre qu'il y a un pouvoir profond et qu'il est en partie sioniste, ou alors il a une forte coloration sioniste. Et lui, n'allant pas là, il montre que justement, il est un opposant, une marionnette, et qui arrange un pouvoir, puisqu'il y a beaucoup de gens qui cristallisent dessus, surtout les jeunes. Les filles le trouvent mignon. C'est un casting, un peu comme Obama aux États-Unis il y a quelques années. C'est un casting qui correspond à une époque, qui correspond à une génération, et qui est là, je pense, pour effacer l'image de Soral et de sa subversion réelle dans le milieu médiatique. Alors je voudrais qu'on revienne maintenant sur les conséquences de cette affaire pour la mairie de Paris, hein, puisque c'est quand même l'enjeu du moment. Alors, oui, c'est ce que je disais en introduction. On a finalement 3 femmes maintenant qui sont dans la course. Hidalgo, Dati, Buzyn. Alors, Buzyn, je pense qu'il a pris la première porte de sortie du gouvernement, étant donné la contestation sociale et l'état du système de santé en France. Je pense qu'elle a préféré fuir avant la catastrophe, avant qu'on lui demande des comptes. Donc, elle a quitté le gouvernement, elle se lance dans la course. Il est évident qu'elle arrive que beaucoup trop tard pour remporter la mise. Quel pourrait être le rôle, d'après vous, d'Agnès Buzyn dans cette course à la mairie de Paris? Est-ce qu'elle pourrait se rabattre pour passer une alliance, par exemple, avec Rachida Dati dans un second temps? Qu'est-ce qui est possible? Alors là, c'est compliqué à dire, parce que il est difficile de voir pour qui, dans un deuxième tour éventuel, se désisterait un candidat LREM, Buzyn. Est-ce qu'il est plus proche des socialistes, de la droite? On ne sait pas trop. Mais pour l'instant, c'est tous contre Hidalgo, hein. C'est H, mais de toute façon, elle a peu de chance. Même Dati, si elle arrive en tête, je crois, au premier tour, on considère qu'elle ne pourra pas rafler les arrondissements nécessaires pour devenir maire de Paris. Donc Hidalgo, pour l'instant, a toutes ses chances, mais le bordel dans la Macronie a profité, et c'est ça qui est intéressant, aux nationaux-sionistes, c'est-à-dire à Dati, qui, elle, est un soldat ou un lieutenant, allons-y, de Sarkozy. Hein. Et d'ailleurs, elle a fait une sortie sur l'attentat contre le bar à chicha en Allemagne, à Hanau.
elle a fait une sortie dure en disant que c'était la conséquence directe de la politique d'immigration de Merkel, et que quand, en gros, on poussait trop un pays je dirais dans le remplacement culturel, il pouvait y avoir des sautes d'humeur, et c'en est une. Donc elle est vraiment, elle, dans la ligne sarkozyste dure, c'est-à-dire la ligne Zemmour, hein, puisque Zemmour est plus sur la ligne d'un Sarkozy que d'une Marine Le Pen, hein, on le sait. Et je pense que ils vont jouer sur ce terrain-là. C'est un terrain qui rapporte des voix aujourd'hui. Et alors évidemment, à Paris, c'est plus difficile parce que Paris est tenu par les réseaux. Vous l'avez rappelé à la dernière émission. Les réseaux, qui soient socialistes, culturels, les réseaux LGBT, hein, sexuels, ça permet à Hidalgo, qui n'a que 10 ou 15% des voix à Paris, quand même, d'être maire et de fédérer des communautés qui lui permettent d'obtenir une majorité. Et donc, c'est pas le PS qui tient à Paris, ou qui tient Paris, ce sont vraiment les communautés régnantes, hein, LGBT sionistes en premier. Et puis, comme l'écrit Faits et Documents, ou le montre, le vrai pouvoir à Paris, c'est pas Anne Hidalgo, hein, c'est son adjoint Misika qui tient un peu les rênes. Et Misika, c'est un socialo-sioniste de bonne facture, qui n'apparaît pas et qui vérifie la loi. Hein, les vrais influents, les vrais puissants ne se montrent pas et ne sont pas connus. Et Hidalgo est en train de prendre tous les coups à la place des autres. Et en revanche, sur les alliances, là c'est franchement quasiment impossible à dire. Et puis c'est trop frais, l'arrivée de Buzyn dans le jeu, même si Buzyn fait partie d'un réseau de pouvoir elle aussi, on le sait, hein, ça fait presque trop de monde sur le même réseau sioniste, mais de tous les côtés, c'est-à-dire de droite et de gauche. Donc ça fait, c'est presque un jeu couru d'avance. De toute façon, c'est le réseau sioniste global qui va gagner à Paris. Après, quelle sera sa couleur ? Plutôt rose, plutôt blanche, plutôt bleue, on ne sait pas trop. Mais je pense que c'est pas important au fond. C'est ce qu'on disait en préparation de l'émission, c'est un peu le jeu des chaises musicales communautaires. Ouais. Apparemment, le site Porno Politique était hébergé en Israël, je crois, c'est ça ? Oui, c'est ça, ouais. Mais ça, je voulais dire, parce que c'est pas Namza qui joue là-dessus en disant « je suis le premier à l'avoir dit ». Mais en fait, la moitié des gros sites du monde sont aux États-Unis et toute la CIA n'est pas derrière tous. Donc, évidemment, on peut là aussi trouver un lien, bien sûr. Mais oui, ça peut être une possibilité. Mais ça a ajouté effectivement au dossier sioniste dans cette histoire, qui avance masqué. Hein. Le sionisme dans cette histoire est vraiment masqué, mais on sent qu'il est derrière. Et là, c'est pas du complotisme. Hein. On sent que tout ce théâtre-là n'est pas le fait de ces petits acteurs. On sent qu'il y a des gros acteurs qui jouent gros derrière, mais ils apparaissent pas sur la scène. Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. Chers auditeurs, 3 points à retenir pour le moment de cette affaire Griveaux. Juan Branco, néo-idiot utile d'une guerre des réseaux aux enjeux dépassant de très loin le cirque de 3 prétendus activistes romantiques. Deuxième point, Griveaux est peut-être le Pénélope d'Emmanuel Macron, servant à l'instar de la femme de François Fillon de moyen de pression contre l'apaisement des relations franco-russes. Et troisième point, Agnès Buzyn pourrait bien être celle qui fera basculer l'élection municipale parisienne du côté Misika ou du côté Sarkozy. Affaire à suivre. On se retrouve la semaine prochaine sur ERFM. Bonne semaine à tous.